Merci Monsieur beaucoup, Ibrahim Monsieur le Yani. Président. Cher maître, Monsieur le ministre et ancien président de la Chambre des conseillers du Parlement marocain, Monsieur Cheikh Biedillah, mon cher maître, professeur Moulaïtar Al-Alaoui et professeur Belkhadir, Madame la ministre, Marwan, Messieurs les doyens, honorables invités de la région MENA, de l'Afrique, de l'Europe, honorables parlementaires qui sont avec nous. Il y en a d'autres qui voulaient assister à cette journée mondiale du diabète. Mesdames et messieurs, j'espère que j'ai oublié personne. C'est un honneur pour moi de traiter un sujet qui est d'actualité et qui suscite beaucoup de discussions et de controverses, et qui est la question de la politique fiscale en matière de prévention contre l'obésité et toute la morbidité et la mortalité précoce qu'il cause. Et ceci, comment faire pour passer le... Ah. D'accord. Ceci, pourquoi? Parce qu'au niveau du Maroc, comme à l'échelle internationale, il y a ce problème, ce fléau de l'obésité, et la population marocaine, c'est 34 millions selon le dernier recensement de 2014. Le Haut Commissariat au Plan, il nous a fait un rapport en 2011 qui dit que 10 millions, soit le tiers de la population marocaine, soit il est en obésité ou en pré-obésité. Donc, pourquoi il faut taxer les produits sucrés et comment? C'est à cause de ça. Et puis, il y a 14% des enfants marocains qui sont obèses, selon une étude de l'OMS de 2016. Il y a un bureau d'études privé qui est McKinsey en 2014, en se basant sur le rapport de HCP, il nous sort un chiffre qui est alarmant, c'est que l'obésité coûte au Maroc chaque année 24 milliards de dirhams. C'est un coût de la santé, c'est-à-dire c'est des dépenses directes sur la santé, et également le coût indirect, c'est-à-dire c'est la perte de productivité économique. L'obésité est donc non seulement un problème de santé publique, mais également et surtout un problème économique et social. C'est un fléau qui est dû au changement de mode de vie. Il y a longtemps, on a travaillé sur la sensibilisation qui est une condition nécessaire, mais il est insuffisante, d'où il y a un certain nombre de pays qui ont procédé à la taxation des produits sucrés et le gras. Alors pourquoi? Je pense que je ne fais qu'un rappel parce que vous connaissez tous que, comme j'ai dit, la sensibilisation il a ses limites et donc il faut passer aux mesures fiscales, réduire la consommation des produits alimentaires gras et sucrés d'une part, donc c'est l'objectif de cette taxation, et puis de réinvestir ce qu'on a gagné comme recette dans la santé et dans l'activité physique, c'est-à-dire le sport. Et il y a un troisième objectif, c'est qu'il faut que l'industrie agroalimentaire il change également de comportement en réduisant ces produits qui sont toxiques, à savoir le gras et le sucre. Alors, l'OMS, il recommande est-ce qu'il y ait cette taxation, mais avec des niveaux qui sont très très hauts. Comme ça, on peut prévenir l'obésité, le diabète et toutes les maladies chroniques et coûteuses. Les catégories les plus sensibles à cette taxation, c'est les catégories dont le revenu il est faible, c'est les adolescents et les jeunes, et c'est les grands consommateurs de ces produits. Alors, vous connaissez que les maladies non transmissibles, quand il y a accès de ces aliments riches en calories, donc ils vont induire l'apparition du diabète et les autres maladies. Les aliments riches, les boissons riches en sucre, ils constituent une source importante de calories, en particulier chez les enfants. Et les maladies non transmissibles, y compris le diabète et l'obésité, ils constituent un défi majeur pour la santé et le développement. Et ceci surtout pour les pays
en voie de développement, où il y a la mortalité précoce qui est de 85%. Alors la prévalence de l'obésité, vous connaissez tous ces chiffres. Le diabète qui est passé de 108 millions en 1980 à 422 en 2014. La prévalence également qui est passée de 4,7 à 8,5% en 2014. Et puis les complications, le diabète, c'est la première cause de cécité, d'amputation, de dialyse. Et puis il y a la mortalité, 1,5 à 2 millions de décès par an qui sont causés par le diabète ou par l'hyperglycémie. C'est les zones de l'OMS. Le Maroc, il se trouve dans la zone MENA, où il y a une prévalence de 9,7%. C'est la deuxième zone après l'Amérique du Nord, mais au niveau de la zone MENA, 50% des gens ne connaissent pas leur diagnostic, alors qu'au niveau de l'Amérique du Nord, seulement 25%. La situation au Maroc, 10 millions d'obèses ou en préobésité. L'obésité grave et morbide, il augmente de 7,3% entre 2001 et 2011. Pour les enfants, il y a 14% d'enfants qui sont obèses. Environ 10% de la population marocaine âgée de plus de 25 ans, ils sont diabétiques. Donc on est presque à 2 millions, dont la moitié ne connaissent pas leur diagnostic. Les ressources de l'assurance maladie, ils augmentent de 10%, alors que les dépenses, à cause des maladies non transmissibles, il augmente de 17%. Et en matière d'effectifs des malades, 3% de ces malades qui ont les maladies non transmissibles, ils consomment 50% des budgets des caisses de l'assurance maladie, et la même chose pour le budget de l'État. Et puis, il y a ce chiffre de 24 milliards qui est le coût annuel direct et indirect. Les complications, le diabète avec l'hypertension artérielle qui monte en flèche. Bon, les justifications, la politique fiscale doit être considérée comme une composante dans une stratégie globale, donc, et ceci pour la promotion d'une alimentation saine et pour la prévention des maladies non transmissibles. Et ceci pour influencer aussi bien le comportement individuel des consommateurs que celui des ménages, pour inciter l'industrie agroalimentaire à changer vers la fabrication de produits bénéfiques à la santé et à reformuler les aliments malsains pour améliorer leur qualité nutritionnelle et sanitaire, et puis pour réinvestir ce qu'on a gagné comme recette dans la santé et dans l'activité physique. Il y a une méta-analyse de 11 revues systématiques qui montrent le bénéfice de cette politique de fiscalité et de taxation, et ceci pour réduire la consommation des produits sucrés, des boissons sucrées et des gras, tout ce qui est McDonald's, Pizza Hut, etc. Il faut augmenter ces taxes de 20 à 50%. Et également, pour encourager la population à consommer de l'alimentation, surtout les légumes et les fruits, il faut subventionner ces produits pour diminuer leur prix de 10 à 30%. Si on atteint ces seuils, on peut avoir cette efficacité. Sinon, même si on augmente un petit peu, on n'aura pas les résultats escomptés. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est comment taxer. Alors, comment taxer? J'ai fait une étude, un benchmarking des pays, et il y a un certain nombre de remarques concernant ces pays qui ont instauré cette législation, cette taxation des produits sucrés et les gras. C'est que les mesures fiscales qui sont mises en œuvre ont donné des résultats prometteurs. En revanche, l'objectif de beaucoup de pays se focalise plus sur les avantages économiques plutôt que sur la santé publique. Certains défis rencontrés dans la mise en œuvre des textes qui sont la capacité limitée de l'administration, parce que soit on va taxer tout le produit, ou bien on va taxer les composantes de ces produits. Et si on passe à taxer les composantes, c'est une gymnastique qui est très, très difficile. Et si on n'a pas une administration fiscale qui a l'effectif et qui a les qualités et la capacité de faire ça, il ne peut pas faire ça, parce qu'il y avait des pays qui ont échoué parce qu'ils ont taxé les composantes et ils n'ont pas pu suivre toutes les composantes, et les compagnies
les firmes industrielles, ils commencent à dire pourquoi vous faites de la discrimination, même l'autre, il a ses produits, pourquoi vous me taxez moi, vous ne taxez pas l'autre. Donc, le deuxième, c'est que les taxes fixées à des niveaux bas prouvent leur inefficacité. Et ça, c'est un autre argument pour les industriels de l'agroalimentaire qui disent que même si vous augmentez ces taxes, ils n'ont pas prouvé leur efficacité. Donc, il faut l'élever à un certain niveau pour qu'ils soient efficaces. S'il y a un manque d'évaluation avant, pendant et après la mise en œuvre de la taxation, on ne peut pas voir est-ce que cette taxe, vraiment, il a eu un impact ou pas. Donc, pour chaque pays qui va mettre en œuvre cette taxation, il faut absolument qu'il fasse cette évaluation. Et puis, les pays qui ont tenté la politique fiscale, ils ont rencontré une opposition aussi bien des industriels que de certains politiciens. Alors, en France, depuis 2011 à 2018, en 2018, il y a un projet de loi qui n'a pas encore été voté, mais il est déjà passé. Donc, en 2011, mais l'application, c'est en 2013. Donc, on a proposé, on a voté 7,16 € pour le hectolitre des boissons sucrées. Et puis, en 2015, 7,50 jusqu'à 2017, c'était 7,53 €. Et pour les boissons énergisantes, dites énergisantes, type Red Bull et autres, c'est 103 € le hectolitre. Il y a une étude qui a été faite, il y a un rapport fait par le Sénat français et qui a montré que même avec les 7 €, ça ne marche pas, il faut augmenter parce que le fléau de l'obésité et des diabètes, il cause beaucoup de tort pour la santé des Français. Et donc, ils ont dit comme conclusion, le rapport, c'est en juin 2016, il faut absolument multiplier par 2 ou 3 la taxation qui existe déjà en France. Et donc la conséquence, c'est que cette année, ils ont augmenté avec un seuil. Le seuil, c'est 5 grammes pour 100 millilitres. Donc chaque fois, au-delà de 5 grammes de sucre dans les boissons sucrées par 100 millilitres, ça commence la taxation. Si on passe à 8 grammes, on le multiplie par 2. Et si il est plus de 10, on le multiplie par 3. Au Mexique, c'est une expérience très réussie parce que le Mexique, il y a la prévalence de l'obésité qui est de 71%. Et chez les enfants, elle est de 30%. C'est les plus grands consommateurs de limonade dans le monde. Ils consomment 160 litres de limonade chaque année pour chaque individu au Mexique. Il y a un baromètre qui calcule pour chaque pays combien il consomme. Et dans ce contexte, vu qu'il y a l'obésité et toutes les conséquences, les maladies chroniques, ils ont passé à une taxe, c'est une taxe sur la consommation, et puis une autre taxe, c'est une taxe sur la TVA, parce que quand on met une taxe sur la TVA, c'est le consommateur qui la paye, et c'est ça l'objectif, c'est que le consommateur, il doit trouver ses produits plus chers, et donc il va diminuer la consommation. Et pour l'industrie, bien sûr, quand ces produits ils sont plus chers, ils parlent ils ne sont pas, il y a un problème de concurrence, et donc ils sont obligés, eux, également de diminuer leur concentration. Ils ont également taxé les chocolats, la confiserie et les collations et autres produits qui sont dans le contenu, il contient plus de 275 calories pour 100 grammes au plus. Alors, les facteurs qui ont permis l'élaboration et la mise en œuvre de cette taxe, c'est qu'il y a la preuve des experts en nutrition. Donc, pour mener une action, il faut absolument qu'il y ait des experts, il faut qu'il y ait des politiciens, il faut qu'il y ait des épidémiologistes, il y a des preuves économiques, et puis il y a la participation de la société civile. Et puis, il y a un engagement, bien sûr, du gouvernement mexicain. Et il y a les résultats, c'est qu'ils ont diminué de 6% cette consommation et ils ont arrivé à 17% pour les populations les plus diminuées économiquement. Au Royaume-Uni, la même chose. En 2016, ils ont voté la loi
pour qu'ils l'appliquent en 2018. Ils ont donné ce délai pour les industriels pour qu'ils diminuent leur concentration. Et c'est en 2018 ils ont commencé à appliquer cette taxe, et tout ce qu'ils vont gagner, ils vont doubler pour l'activité physique, pour les écoles. Ils ont gagné presque 660 millions d'euros. Aux États-Unis, il y a un grand problème parce que toutes les grandes firmes de l'agroalimentaire et des boissons sucrées, c'est au niveau des États-Unis, il y a une grande résistance. Ils n'ont pas pu faire passer les lois au niveau des États, donc ils sont passés au niveau des villes, mais il y a pas mal de villes qui ont voté ces lois. Les autres pays, il y a l'Espagne, seulement la Catalogne qui a voté la loi, et puis il y a la Hongrie, l'Équateur, l'Estonie et la Finlande, une belle expérience. Je termine avec deux expériences pour tirer des leçons. C'est que le Danemark, il a voté la loi en 2011, il l'a retirée en 2013 pour la simple raison, et les décideurs ne se sont pas fait accompagner par les experts en nutrition, par la société civile, par les médias, pour qu'ils créent une opinion publique pour faire réussir. Et donc, ils étaient obligés parce qu'ils sont même passés en justice, et donc ils ont amendé la loi. En Égypte, la même chose, mais ils sont revenus, ils ont fait quelques taxes, mais ils sont revenus. Donc, il y a les impératifs pour la réussite de cette taxe. C'est qu'il faut absolument qu'il y ait une évaluation qui accompagne la taxation de point de vue recettes et utilisation en matière de santé et de sport. Il faut qu'il y ait l'évaluation pour voir cet impact sur les modèles d'achat et le comportement de la consommation, sur la composition des produits ciblés et des substituts qui sont proches. En outre, le suivi et l'évaluation doivent mettre en évidence les résultats sanitaires pertinents sur la mise en œuvre de l'impôt. Sinon, les industriels ils disent que ça n'a aucun intérêt. Au Maroc, il y a une activité très importante menée par Sib El-Khadir, c'est lui le chef de file, avec des experts, des scientifiques, des épidémiologistes. Et il y a un travail de lobbying. Il y a Madame Fatima Mazi qui est parlementaire avec nous. Et il y a la plupart des parlements, parce qu'actuellement on est en train de discuter le projet de loi de finances de 2018. Et il y a un travail extraordinaire qui a été fait pendant ces derniers jours, pour que le Maroc, lui aussi, il doit adopter cette taxe sur les boissons sucrées. On s'est concentré uniquement sur les boissons sucrées, peut-être dans l'avenir sur d'autres produits. La plupart des groupes parlementaires, ils sont conscients du problème causé par ces boissons sucrées, par le diabète et l'obésité, et la plupart, ils sont pour. J'espère que lors du vote, on va passer, cet amendement, il va passer. Il consiste à quatre propositions. La première, c'est que l'industrie agroalimentaire, il bénéficie toujours de la caisse de compensation. Il y a une partie qui n'est pas encore... La deuxième, je termine. La deuxième, c'est qu'il propose une taxe sur la consommation. La troisième, c'est sur le TVA, la TVA, une TVA spécifique. En plus de TVA, c'est la même chose que pour l'alcool. Il paye une TVA spécifique, donc c'est la même chose pour les boissons sucrées. Et la quatrième, c'est les droits de douane, parce que si on va mettre sur les fabricants marocains, on va imposer ces taxes, c'est qu'on va encourager l'importation. Et donc même pour les droits de douane, celui qui veut faire entrer des produits de l'extérieur, lui aussi, il doit payer. Donc en conclusion, on peut dire que l'obésité est une épidémie mondiale et nationale au Maroc. C'est une menace pour la santé publique et pour les finances publiques. Il faut qu'il y ait une stratégie globale qui inclut, pour lutter contre ce fléau, qui inclut la sensibilisation, la communication et puis cette politique fiscale. C'est pour faire changer le comportement individuel, le comportement des individus, des ménages. Il y a une remarque qui a été faite, les cérémonies d'Yanna ou Hafalat, l'eau, il a cédé la place pour la limonade. Il abrite le ma, et pour également changer le comportement des industriels et pour réinvestir ce qu'on gagne au niveau de la santé et au niveau de l'activité physique. Je vous remercie.